Merci Sébastien, merci Monsieur le Président, merci aux organisateurs de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui m'intéresse effectivement beaucoup, qui est celui de l'utilisation de la donnée numérique à des fins de recherche et notamment à des fins de développement de l'intelligence artificielle. Vous verrez que cette présentation a pour but d'être assez didactique et mais il y a un intérêt qu'on a assez peu de rapports là-dessus. On parle depuis une dizaine d'années énormément des données de vie réelle, les Real World Data. Probablement vous aviez entendu parler de ça dans des congrès, dans des séminaires, dans des articles scientifiques. Il faut savoir que les données de vie réelle, c'est la base de la médecine. En fait, si la médecine a évolué, a transformé au travers des siècles, c'est parce que des médecins ont échangé sur les résultats de leur pratique. Et cette diapositive, que même Daniel Serin n'a pas connue, c'est Sir Alsted, un éminent chirurgien. Un éminent chirurgien qui a mis en place une technique chirurgicale extrêmement innovante, mais également extrêmement mutilante il y a plus d'un siècle, qui était celui de la mastectomie d'Alsted, où il retirait le sein, les muscles pectoraux, il faisait un évidement ganglionnaire axillaire sous-claviculaire mammaire interne. Et il allait même à la fin de sa carrière jusqu'au niveau médiastinal. Et il avait montré à l'époque que cette chirurgie supraradicale permettait, et cette diapositive l'a montré, de réduire drastiquement le taux de récidive locorégionale. Alors, ce qui disait beaucoup moins, c'est que le taux de survie de ces patientes était finalement assez catastrophique. Et il a fallu attendre l'évolution, une évolution méthodologique, l'arrivée de la recherche clinique, l'arrivée des essais thérapeutiques, le principe de la randomisation. Et ça, c'est un programme américain, le NSABP, qui est arrivé fin des années 50, début des années 60, qui a commencé à structurer cette recherche clinique, à monter des essais cliniques. Et on parle souvent de gold standard en cancérologie, c'est un fameux essai de phase 3 randomisé. Et bien, il a fallu attendre 90 ans. 90 ans pour que l'étude NSBP 04, en 1983, montre que la mastectomie d'Alsted n'a apporté aucun bénéfice en survie à nos patients. Alors la problématique de la recherche clinique aujourd'hui, et c'est pourquoi on revient à ces questions des données de vie réelle, c'est que finalement, la recherche clinique intègre assez peu, je suis désolé, la slide a un peu bougé là, assez peu de patientes. C'est-à-dire que ça, c'est une publication de cet été dans le JCO qui a montré que seulement 7% de la population américaine atteinte de cancer participait à des problèmes de recherche. Donc on arrive à une problématique, c'est que la recherche clinique, oui, c'est un élément innovant, mais c'est un élément quasiment qui freine l'innovation. C'est-à-dire que les essais cliniques sont de plus en plus longs, sont de plus en plus coûteux, sont de plus en plus durs administrativement à organiser. Et ça veut dire que 93% de la patientèle ne profite pas à ça. D'où la question de revenir à cette question des données de vie réelle, pas forcément exclusivement, mais on le verra tout à l'heure, vraiment en collaboration. Les données de vie réelle, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les données, idéalement numériques, on est en 2024, qui ont été collectées durant la prise en charge d'un patient. D'accord? Donc c'est tout ce que vous avez dans vos dossiers médicaux, tout ce que vous avez dans vos registres, tout ce que vous avez vraiment dans tout le système de santé français ici, qui reflète la pratique courante. Alors, vous imaginez du coup bien qu'un essai thérapeutique, c'est quelques centaines, voire quelques milliers de patients, et bien du coup les données de vie réelle, ça va être des dizaines de milliers de patients sur des périodes très très longues, 10 ans, 20 ans, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large. Alors ça a beaucoup d'avantages, parce qu'on va s'intéresser à des populations extrêmement hétérogènes, à des populations extrêmement rares. On pourra parler tout à l'heure du cancer du sein chez l'homme. Et ben, tout ça, c'est des éléments qui seront, c'est de l'information qui vont nous être fournis par ces données de vie réelle. La problématique, c'est que l'approche méthodologique de ces données de vie réelle, les fameuses études rétrospectives, eh ben, ça a énormément de biais. Un biais, c'est une erreur un peu systématique, parce que quand on va vouloir faire une comparaison d'une population à une autre, il n'y a pas ce concept de randomisation, il n'y a pas ce concept de tirage au sort, et donc on prend le risque de dire qu'on va comparer deux populations qui sont complètement hétérogènes. On aura des problématiques liées à la disponibilité de la donnée, à la complétude de la donnée, à la qualité de la donnée. Toutes ces limites méthodologiques font qu'encore aujourd'hui, surtout dans le système français et un peu européen, il y a quand même une grande méfiance sur la réutilisation de ces données de santé à des fins de recherche. Tant pour la communauté médicale que pour nos tutelles. Alors, voici un exemple non exhaustif de où on trouve les données de vie réelle. Je vous ai parlé des dossiers patients informatisés. Je vous ai parlé du système national de données de santé. Il y a tous les registres de cancérologie. Il y a vraiment énormément de choses. Et la question, c'est que quand on va vouloir monter des projets de recherche, c'est comment on va faire pour faire communiquer l'ensemble de ces bases les unes avec les autres. On ne parlera pas aujourd'hui d'interopérabilité, mais c'est un petit peu la question. Alors, l'important
pour nous, en 2024, en tant que professionnels de santé, c'est déjà de faire un peu une cartographie de nos sources de données. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a fait dans mon établissement, c'est le Centre Canberra, c'est le Centre de lutte contre le cancer de Lyon. Grosso modo, si vous connaissez ici plutôt l'Institut Paul Calmette, on a à peu près la même taille. Grosso modo, on a 300 000 dossiers patients informatisés. Et dans cancérologie, donc on fait que de la cancérologie, donc les données numériques vont graviter autour de 3 grands axes. La donnée clinique, c'était les comptes rendus de consultation, d'hospitalisation, comptes rendus présents dans les comptes rendus d'imagerie, de RCP, etc., etc. À l'autre côté, on aura les données génomiques, tumorales et constitutionnelles, hein, donc du patient et de la tumeur. Et puis, on va en parler beaucoup ce matin dans le cadre de cette journée, on aura l'imagerie numérique. Alors, quand on parle d'imagerie numérique, souvent on pense au scanner, à l'IRM, à la mammographie. Ce qui va arriver, je crois qu'il y a une session dédiée, ça va être à la pathologie numérique, l'anatomopathologie. Cette transformation digitale des services d'anatomopathologie est en cours et il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver devant nous. Donc c'est vraiment important aujourd'hui de définir notre cartographie de la donnée, nos sources de données, et puis savoir où est-ce que les données sont exploitables, réutilisables, parce que demain, un jour, il va falloir qu'on alimente des modèles d'intelligence artificielle, on le verra dans la matinée, et c'est comment nous, professionnels de santé, on va pouvoir alimenter ce genre de modèle d'IA si on n'est pas capable de fournir une donnée numérique de qualité, standardisée, qualifiée. Donc si vous retenez une chose de ma présentation, c'est qu'il est extrêmement important en 2024 que le système de santé, donc vous, professionnels de santé, définissiez au sein de vos structures une stratégie de la donnée numérique. Vous avez fait votre cartographie, vous savez où est-ce que vous avez des données qui sont justes, qui sont complètes, vous savez là où il y a des trous dans la raquette. Et la question, c'est comment on fait pour combler ces trous dans la raquette. C'est vraiment quelque chose qui est important, qu'on a mis en place, nous, depuis 3 ans, mais il faut aller là-dessus. Parce qu'en 2030, aujourd'hui, il y a des essais thérapeutiques qui vont vous montrer que IA plus médecin, ça fait mieux que médecin seul. Ce qui veut dire que si en 2030, ces modèles d'IA tournent en routine et que vous n'êtes pas capable de les alimenter, ça risque de poser des soucis dans la prise en charge de nos patients. Et l'exemple de 2030 n'est pas un exemple pris en l'air. Je pense que c'est à peu près le délai où des modèles d'IA vont arriver en routine clinique. Même si j'ai encore 2-3 questions à vous poser après. Alors, une cartographie des sources, on l'a faite. Retenez bien que 80% des volumes des données d'intérêt en cancérologie, c'est de la donnée textuelle. D'accord ? C'est pas structuré, c'est mélangé au milieu des consultations. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser des modèles d'IA. On va faire des modèles d'intelligence artificielle qu'on appelle le traitement automatique de langage, ou Natural Language Processing en anglais. C'est une technique d'analyse de texte, c'est-à-dire vous mettez vos comptes rendus dedans, et ce traitement automatique a pour but de repérer des concepts médicaux, de les classifier, et cette classification des concepts doit être alignée directement sur des référentiels internationaux. Le cancer du sein, le code de la classification internationale des maladies, c'est C50. Utilisez la même classification. C'est très important et pour vous, et surtout quand vous voudrez montrer des projets de recherche, ça facilitera les échanges. Il y a un tout petit peu d'intelligence sur le traitement automatique du langage. Il doit y repérer que la phrase est hypothétique, elle est négative. Il doit repérer qu'on parle du cancer de prostate de son père et pas du cancer de prostate de la patiente, etc., etc. Il y a vraiment des choses qui arrivent. Le NLP est vraiment une des spécialités d'IA qui est extrêmement intéressante et qui a extrêmement évolué, notamment avec les fameux modèles fondamentaux, les LLM et ChatGPT, on pourra en parler un petit peu. Donc voici juste un exemple de ce que c'est. Vous repérez, ça c'est une solution qui a été développée par la Fédération des centres de lutte contre le cancer, et repère les concepts médicaux, et à droite, il les aligne sur des référentiels. Ce qui va être important, parce que demain, vous allez faire cette structuration de la donnée par des outils d'intelligence artificielle, ce qu'il va falloir faire, c'est contrôler la qualité de la donnée. Est-ce que ce que va faire l'IA, c'est mieux, moins bien ou pareil que la structuration humaine? Et donc, comment vous faites pour contrôler une donnée du NLP? Vous allez utiliser le gold standard, le fameux essai clinique. Donc, c'est ce qu'on a fait nous. On a pris 2000 patients inclus dans un essai de notre établissement. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne voyez pas, que grosso modo, 96% des cas, ils retrouvent le bon diagnostic de cancer. Puis après, vous allez essayer de travailler sur la date. Est-ce que la date du cancer, il était au bon moment ou pas? Et puis vous voyez qu'il y a quand même... Quand c'est juste quelques jours d'erreur, c'est pas très grave. Quand vous êtes à plus d'1 an d'erreur, ça peut être très grave, notamment quand vous voulez vous intéresser à des pathologies graves comme le cancer du pancréas métastatique. Donc la qualité de la donnée, c'est vraiment un élément qui est vraiment très très important. Je vais passer très vite sur ces analyses rétrospectives, comparatives. Il y a des méthodologies statistiques pour essayer de limiter les biais, pour essayer d'avoir confiance dans les résultats de ces études. Il y a différents types de biais. Je passe très très vite. Parce que dans ces analyses rétrospectives non comparatives, vous allez avoir des résultats qui sont des corrélations.
Et la corrélation n'est pas la causalité. D'accord ? Sinon, moi, j'aurais plusieurs prix Nobel vu ma consommation de chocolat. Les analyses de statistiques, il y en a différentes. On passe très très vite. Des choses beaux. Donc là, le score de propension, l'IPTW, c'est des choses assez historiques. Il y a vraiment de nouvelles techniques d'approche statistique extrêmement intéressantes, comme cette analyse quantitative des biais qui va permettre de faire de l'émulation d'essais thérapeutiques. C'est-à-dire, ils ont la capacité désormais, à partir de bases bien faites, comme la base ESME d'Unicancer, à recréer quasiment des essais thérapeutiques. Et cette technologie statistique, c'est pas pour vous en parler pour vous embêter, c'est qu'en fait, c'est la recherche clinique de demain. La classification biologique, la classification moléculaire des cancers fait qu'il n'y a plus un cancer du sein. Il va y avoir 10, 15, 20, 50 cancers du sein différents. Et grosso modo, l'étude de phase 3 randomisée à plus de 500 patients par bras, ça n'existera plus. Et c'est un exemple d'essai thérapeutique. Alors, je suis désolé, je n'ai pas trouvé dans le cancer du sein, c'est du cancer du poumon, mais ce n'est pas trop grave. En fait, c'est une forme de cancer du poumon extrêmement rare. Et en fait, l'étude randomisée n'est pas possible. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une étude phase 2, monobras, où toutes les patientes vont avoir le traitement. Je crois que c'est platine, Alimta, durvalumab, pour ne pas la citer. Vous voyez, ils attendent 50 patients dans l'ensemble des centres européens. Et ils n'ont pas la capacité de faire un bras contrôle sans l'immunothérapie. Et bien, ce bras contrôle sera réalisé par un bras synthétique. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils vont créer une population virtuelle à partir de données de vie réelle. Et ça, c'est vraiment la vision qu'il faut avoir de ces données de vie réelle. C'est-à-dire dire oui, ça va permettre d'accélérer la recherche, la pratique médicale, comme on l'a fait il y a une cinquantaine d'années, mais de manière quand même beaucoup plus structurée. À quoi vont servir les données de vie réelle ? Je vous ai en présenté un peu au parti. Ce qui aujourd'hui existe déjà, c'est la modification des pratiques et de recommandations. On a eu quand même des exemples de nouvelles indications grâce aux données de vie réelle. C'est arrivé aux États-Unis avec un inhibiteur CDK4/6 qui était le palbociclib. Les études n'ont jamais inclus les patients, les hommes, dans les cancers du sein métastatique. Et dans les données américaines, sur un registre de données qu'on appelle Flight Iron, ils ont montré que les données chez l'homme étaient identiques aux données de la femme. Et ils ont validé une nouvelle indication grâce à ça. Alors maintenant, on va parler un peu d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, vous ne pouvez aujourd'hui plus rentrer dans une librairie sans qu'il y ait un article, même des fois une revue entière sur ce sujet. Alors, moi qui travaille dedans depuis une dizaine d'années, on est quand même beaucoup entre le fantasme et la réalité. Il y a beaucoup d'éléments qui sont vrais et d'autres qui sont un peu fantasmés. L'intelligence artificielle, déjà, c'est un terme qui a plus de 70 ans. C'est dans les années 50, la conférence de Dartmouth. À l'époque, le concept d'intelligence artificielle, c'était de se dire que si vous écrivez un ordinateur et que vous ne savez pas si c'est l'ordinateur ou un être humain qui vous répond, eh ben, c'est une intelligence artificielle. À l'intégration en routine clinique de l'IA, pour moi, il y a 4 grands verrous. Alors, c'est une vision très personnelle. Il y a 2 verrous qui ont déjà sauté. Capacité de calcul, capacité de stockage, c'est des choses qui ont sauté. On n'a plus de questions là-dessus. Il y a un 3e verrou, alors que j'appelle le verrou légal ou le verrou scientifique, qui est en train de sauter aujourd'hui. Pour moi, le verrou scientifique, c'est qu'avant, les modèles d'IA qui avaient développé jusque 2022-2023, c'était beaucoup des études monocentriques ou à l'échelle multicentriques, mais vraiment très, très rétrospectifs. Aujourd'hui, on commence à avoir des vrais essais thérapeutiques qui comparent IA plus médecin versus médecin seul et qui montrent que la combo fait mieux que le médecin tout seul, en termes d'amélioration du dépistage, en termes d'amélioration des process organisationnels. On en parlera peut-être un petit peu en anatomopathologie. Et à partir du moment où ce verrou scientifique va s'ouvrir, en fait, il va falloir qu'on soit en capacité de mettre en production ces modèles d'IA, d'où la stratégie de la donnée numérique est fondamentale aujourd'hui. Parce que pour moi, clairement, il y a le verrou numéro 4. Je ne sais pas comment on va être fait, ça sera capable d'être fait dans tous les centres en 2030. Juste pour vous donner une idée de l'évolution de ces modèles d'IA, je n'ai pas trouvé les chiffres européens. En mai 2023, vous voyez le dernier carré en bas à droite, il y avait 405 outils avec device à base d'IA qui a été agréé par la FDA. 450 en mai 2023. En mai 2024, on est à près de 880. C'est exponentiel. C'est exponentiel. Alors, grosso modo, je vous ai donné les chiffres, il y en a 882 exactement en mai 2024. Grosso modo, ce qui bouge énormément, c'est la radiologie. Pourquoi c'est la radiologie ? Parce qu'entre guillemets, c'est simple. L'imagerie numérique, elle est facilement accessible. Une mammographie, c'est 2 clichés. À la limite, un scanner, ça va être quelques lames, centaines de coupes. L'anatomopathologie, souvent, c'est une lame numérisée. Donc, c'est des choses qui sont simples, l'imagerie numérique. Quand on commence à avoir des modèles multimodaux qui vont croiser la donnée clinique, la donnée génomique et de l'imagerie numérique, et bien là, ça va tout de suite beaucoup plus complexe.
Ce qui est important à entendre, c'est souvent on entend l'IA, elle prédit. En fait, l'IA ne prédit rien du tout. C'est des modèles statistiques probabilistes. Retenez ça, c'est-à-dire que ça va préciser le risque d'un événement futur à partir de l'analyse de données passées. Sauf que l'analyse de données passées, parfois, notamment quand c'est de l'imagerie numérique, vous ne savez pas trop pourquoi il a dit ça. Vous n'êtes pas en capacité de dire pourquoi le modèle d'IA dit que cette patiente a un mauvais pronostic. Il y a quand même 2 points qui vont être importants en tant que nous, professionnels de santé, pour la prise en charge de demain. C'est d'essayer de comprendre un minimum. Oui, il y a l'effet de boîte noire. Il faudra comprendre un minimum 2 choses. Il va falloir qu'on ait confiance dans la qualité des données d'entraînement du modèle. D'accord ? Je vous ai dit, c'était important pour les données de vie réelle de connaître la qualité, la complétude de la donnée. Ça, je vous l'ai déjà montré. Mais il va falloir qu'on ait confiance dans les modèles dans les données qui ont entraîné le modèle que vous allez utiliser. Parce que si le modèle est entraîné sur des données erronées, biaisées, en fait, vous allez utiliser un modèle qui sera faux. Le deuxième point qui va être important, c'est de connaître le périmètre des données qui ont permis l'entraînement du modèle d'IA. Ça, par exemple, pour moi, c'était la première belle présentation de deep learning, des réseaux neuronaux. C'était l'équipe de Stanford, c'était il y a bientôt 8 ans. À l'époque, ils ont dit que leur solution permettait de faire mieux qu'une centaine de dermatologues sur la détection de taches pigmentées en disant ça, c'est des mélanomes. Je peux vous dire que juste cette présentation-là, en fait, tous les mélanomes n'étaient pas représentés. Le mélanome lentigineux acral de la population noire, en fait, le modèle n'était pas entraîné. Donc, il va falloir connaître la qualité et le périmètre des données d'entraînement. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez utiliser à tort ou pas à bon escient ces modèles d'IA. Un petit peu comme aujourd'hui, un médecin, il doit connaître les critères d'inclusion et d'exclusion d'un essai thérapeutique pour donner la molécule à bon escient. Et ça va être à peu près la même chose demain avec ces modèles d'IA. Donc, ils vont nous aider, toutes ces sociétés ont déjà bien conscience de ça, ils vont nous aider à utiliser ces modèles d'IA à bon escient, mais c'est vraiment des sujets qui sont devant nous. Je suis désolé. Voilà. L'effet boîte noire, explicabilité, interprétabilité, on en a un petit peu parlé là-dessus. Ça va être difficile d'expliquer un modèle d'IA, pour ça il faut faire data scientist, essayer de l'interpréter, c'est encore plus compliqué. Pourquoi le modèle d'IA qui a analysé une lame d'anapathe a dit que cette patiente avait 23,2% de risque de récidive métastatique à 10 ans. Il va falloir qu'il nous aide un petit peu. Il y a des développements de recherche d'explainable artificial intelligence, essayer de rendre lisible pour le médecin ces résultats statistiques, notamment pour renforcer la relation médecin-patient. Alors, ce qui va arriver, donc là, c'est de l'analyse automatique de l'image. Je vous ai dit que c'était assez simple. L'IA va essayer, dans un premier temps, faire des choses répétitives, des choses qui feront gagner du temps aux médecins. Ça, c'est un exemple de modèle de réseaux neuronaux que j'ai développé sur le centre. La sarcopénie, vous connaissez, c'est le manque de masse musculaire. C'est un facteur pronostic majeur en cancérologie. Les patients, ils vivent moins longtemps, ils font plus de toxicité. C'est vraiment des patients à risque. Sauf que cette notion de sarcopénie, je pense que personne ne l'a en routine. Personne n'a un radiologue qui passe 10 à 15 minutes sur chaque scanner à regarder la composition corporelle. Donc des modèles d'IA sont capables, en quelques secondes, de vous donner ce risque de sarcopénie. L'autre point, c'est de la création de jumeaux numériques. C'est-à-dire l'IA va être capable de faire de la classification pronostique en disant telle patiente avec telle caractéristique, elle va avoir tel pronostic. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait, là encore, c'est vraiment du clustering, de la classification pronostique, avec la création de jumeaux numériques. La jumeaux numérique, qu'est-ce que c'est ? Quand vous allez mettre différentes variables dans un modèle d'IA, ces variables ont chacune un poids, mais surtout les relations entre chacune de ces variables, la distance entre chacune de ces variables, va engendrer un concept pronostic incompréhensible pour le médecin que je suis, mais qui va en donner sur. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est des patients de plus de 70 ans opérés d'un cancer du sein. La question qu'on se pose souvent en pratique, c'est est-ce qu'il faut faire de la chimiothérapie ou pas. Donc, vous voyez, les clusters rouges, c'est quand il y a plus de 30% de mortalité à 5 ans. Vous allez dire, celle-là, il ne faut peut-être pas faire la chimio. Puis les poursuites verts, c'est ceux qui avaient plus de 10%. Et donc, c'est essayer de comprendre ensuite pourquoi le modèle d'IA a pris cette décision. Et ensuite, après la classification pronostique, la question que vous avez, c'est l'intérêt prédictif. Là, je sais que ces patientes ont un pronostic moyen. Je vais regarder autour de ma patiente, autour des jumeaux numériques autour de cette patiente, autour de ce jumeau numérique. Est-ce que on peut avoir un bénéfice théorique de la chimiothérapie ? Ça, c'est l'autre chose qu'on a, c'est l'impact prédictif. Autant la clustering, les essais thérapeutiques d'IA en santé avancent très très vite, il est plus difficile de préciser le bénéfice d'une telle ou tel type de stratégie encore aujourd'hui. Et donc, pour clôturer ma présentation,
Comprenez bien que les données de vie réelle, c'est un élément qui revient sur le devant de la scène, qui ne va pas remplacer la recherche clinique. C'est quelque chose qui va permettre d'accélérer la recherche clinique en facilitant les essais cliniques qui restent le gold standard. Ça a plein d'avantages, plein de défis, je pense que vous l'avez arrivé là-dessus. Et l'intelligence artificielle qui va nous aider à structurer la donnée et du coup nous aider à faire ces travaux sur les données de vie réelle est un élément également qui va nous donner des informations supplémentaires, des informations que nous n'avions pas et qu'il va falloir intégrer comme un nouvel outil. D'accord ? On a réussi à intégrer les scanners, on a réussi à intégrer de la biologie moléculaire. C'est des choses qui nous ont appris des éléments. Il faut vraiment imaginer l'IA là-dessus. Et la question qui est devant nous, c'est comment on va faire pour que cette IA, ces modèles d'intelligence artificielle, puissent être intégrés dans notre routine clinique. Je vous remercie. Merci Pierre pour cette présentation extrêmement intéressante et didactique. Alors j'ai juste un petit commentaire. Enfin, l'utilisation que pour l'instant, moi personnellement j'en ai, c'est consulter ChatGPT et c'est déjà extrêmement impressionnant. Hein, si on demande par exemple à ChatGPT quelles sont les options thérapeutiques pour un cancer du rein de mauvais pronostic, donc déjà avec une information supplémentaire, ChatGPT sort les différentes options et ça de façon assez précise. Si en plus on rajoute une information que le patient est greffé rénal, comme il y a une option d'immunothérapie, il nous propose en fait une stratégie thérapeutique pour les patients qui sont greffés rénaux. Et après, en fait, quand on demande comment annoncer le traitement aux patients, on a quand même des choses quand même assez précises et assez réalistes. Donc, pour en venir à ma question, précisément sur l'oncologie médicale, comment tu vois l'évolution des pratiques ou l'évolution de l'expertise et dans quel délai? Quelle sera l'utilité de cette intelligence artificielle? Merci. C'est effectivement la très bonne question. Comment on va l'utiliser? Donc, en dehors de l'aspect technique, on est capable de le faire et tout ça. Je pense que ça va vraiment être un outil d'aide à la décision sur des situations complexes. Un petit peu comme on utilise aujourd'hui des signatures moléculaires dans le cancer du sein adjuvant en disant je suis dans la zone grise pour l'indication de chimiothérapie, je vais faire un prosignal endoprédique, etc., etc. Ça va me donner une information supplémentaire. La problématique, c'est qu'on ne saura pas trop pourquoi ces modèles d'IA a pris tel ou tel type de décision. Et l'exemple des IA génératives est en fait la bonne, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des études qui évaluent les différents LLM. Et en fait, on voit qu'il y a des fois, il y a ce qu'on appelle des hallucinations de ces IA génératives, c'est que le truc, il est complètement à côté. Et donc, il y a une question de la confiance à ça. Je pense qu'il c'est un vrai sujet sur l'expertise qu'on aura tous ici. Nous, on fait tourner des modèles d'IA en anapath sur le comptage des mycoses, en radiothérapie, sur le contourage des organes à risque. C'est vraiment de l'analyse automatique. Et donc, le radiothérapeute de 40-50 ans qui a eu sa formation, lui, il va l'utiliser comme un outil d'aide. Mais en fait, la jeune génération qui arrive, qui ne saura du coup plus compter les mitoses, qui ne saura du coup plus contourer les organes à risque, parce qu'en fait, dans sa formation, ça a été fait automatiquement, je pense qu'il y a quand même une modification des expertises qui vont se faire. Et il y a autre chose qui va se faire, c'est que cette modification des expertises, elle va se faire aussi du côté des patients. C'est-à-dire que demain, vous imaginez bien que ChatGPT va lire votre scanner. C'est-à-dire que vous aurez votre CD de scanner, ça sera de l'open source, vous allez rentrer le CD et ChatGPT ou un autre, Mistral, on ne veut pas faire de la pub, hein, mais il y en a pas mal d'autres, va lire automatiquement votre scanner et va faire une conclusion. Ce qui veut dire que le patient, il va arriver demain avec un diagnostic. Il va aller voir son radiologue, son radiothérapeute, son oncologue en disant ChatGPT m'a dit que. Aujourd'hui, quand un patient arrive en disant j'ai lu sur Doctissimo que j'avais ça, vous allez passer 10 minutes de votre consultation à lui expliquer que ce qu'il a lu, c'est pas vrai. Si demain, s'il vient en disant l'équipe de Stanford, le modèle IDEA de l'équipe de Stanford m'a dit que j'avais un mélanome, la modification de l'expertise, elle est quand même déjà beaucoup plus importante. Merci beaucoup. Merci Pierre. Sympa d'avoir rappelé notre différence d'âge dès le début. Mais j'ai été précédé comme chef de clinique à Lyon il y a bien longtemps. Bon.
Merci pour ton exposé. Vous n'avez pas été sans noter que le prix Nobel de physique a été donné à deux personnalités relativement âgées, Pierre d'ailleurs, qui ont développé l'intelligence artificielle en physique et qui nous ont fait part de leurs inquiétudes quant au développement de l'intelligence artificielle. Donc, dans cette technique qui arrive, comme beaucoup de techniques dans l'histoire des sciences, dans notre vie d'homme et de scientifique, il y a un moment d'enthousiasme technologique qui fait qu'on pense qu'elle va tout remplacer et tout balayer. Souvenez-vous, puisque tu as parlé de l'historique du cancer du sein, lorsque la mastectomie est arrivée, on a pensé qu'elle allait tout remplacer. Lorsque les rayons sont arrivés, on a pensé qu'ils allaient tout remplacer. Quand la chimiothérapie adjuvante est arrivée, nous adjuvante, on a pensé qu'elle allait tout remplacer. Donc, on est dans une démarche qui est assez propre à l'évolution des sciences, c'est qu'il y a l'enthousiasme technologique qui, après, va être pondéré. Et j'ai bien aimé la façon dont tu as présenté cette réalité. Dans cette salle, il y a, je pense, un grand nombre de soignants. Et je pense que l'intelligence artificielle va probablement venir hybrider notre cerveau, comme dit Emmanuel Gaillard dans son livre « L'homme augmenté », que je vous recommande de lire, parce qu'il est très pédagogique, ce livre. Je pense qu'en effet, il y a quelque chose dont nous sommes porteurs et qui ne sera pas remplaçable par la machine. C'est l'intelligence collective et l'intelligence émotionnelle. Et que je veux bien que l'intelligence artificielle nous remplace, mais plutôt qu'elle prendra place à côté de nous. Et c'est en ce sens que je n'en ai pas très peur, mais simplement faut-il savoir la gérer. Et c'est le rôle des éthiciens, et je pense que Pierre Lecause, à la fin de la journée, va nous ouvrir sur ces débats. Après ces remarques générales et généralistes, je voulais te poser deux questions. Quid de l'hébergement de ces données? Où va-t-on les mettre? Qui va les gérer? Et qui en sera responsable? Et ça, c'est un problème qui se pose pour nous, cancérologues, au niveau des régions, au niveau de PACA, au niveau d'Oncora, etc. Qui détiendra la clé de ces bases de données? Et une question un peu plus polémique, est-ce que ces bases de données en vie réelle vont un jour supprimer la recherche clinique et les essais randomisés? Alors, la première question, c'est celui de la souveraineté de la donnée. La donnée de santé, c'est une donnée sensible. C'est quelque chose qui doit être sécurisé. On ne peut pas les avoir sur une clé USB. Et ça, c'est un vrai sujet qui est politique. Clairement, même si le choix stratégique de mettre les données du SNDS, donc du Système national de données de santé français, sur un cloud Amazon, a été fait probablement un peu rapidement initialement, on est vraiment revenu sur cette question de la souveraineté, une souveraineté européenne. Et j'ai la chance de participer grâce au Health Hub à un projet européen d'IA générative dédié à la santé. D'accord ? Donc on fait les cas d'usage sur la partie cancérologique. Mais effectivement, utiliser ChatGPT, si vous mettez un dossier médical dans ChatGPT, en fait, ça apparaît directement pour ChatGPT. Donc ce que vont faire les données, ce que feront les données que vous avez intégrées, ça, personne n'en sait jamais rien. Donc la question de la souveraineté, elle est présente, c'est de la donnée sécurisée, donc retenez bien qu'on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Mais je pense, ça ne va jamais aussi vite qu'on l'aimerait, mais je pense vraiment que nos tutelles ont pris conscience de ça, parce que c'est un enjeu stratégique. Et le deuxième point, celui est-ce que des données de vie réelle à la recherche clinique, je ne pense pas. Je pense que ça va accompagner la recherche clinique, un peu comme ce que tu dis est complètement vrai, je le partage sur les métiers vont changer, mais les métiers ne vont pas disparaître. Je pense que la recherche clinique va s'appuyer sur ces données de vie réelle, sur les données d'intelligence artificielle. Il y a quand même des approches, des études en cours dédiées là-dessus. On voit bien que l'IA était partie sur l'approche techno très pure là-dessus, et que là, il y a un rapprochement entre la statistique et l'IA qui se font dans les projets de recherche qui est extrêmement intéressant. En tant que chercheur, moi, je sais que je suis sûr d'un truc, c'est que je ne sais pas tout. Et la vérité, c'est que l'approche statistique et l'IA se rapprochent aujourd'hui de plus en plus. Donc je ne pense pas que les essais cliniques vont disparaître. Ils vont s'appuyer sur l'IA également. Oui, bonjour. Clarisse Odiger-Valette à Toulon. Alors, c'est absolument passionnant. D'ailleurs, l'IA est un vrai sujet d'actualité. La LCA, la lecture critique d'articles,
est tombé hier à l'internat sur justement l'implémentation de l'IA dans la radiologie. Donc, comme quoi, si on implique vraiment les plus jeunes, c'est que c'est quelque chose d'avenir. On a participé ensemble sur la cohorte ESME, qui est absolument passionnante aussi, mais on a vu le temps que ça impliquait pour les assistants de recherche clinique d'aller chercher les données une à une pour les agréger. Je crois que dans l'avenir, là, on a de nouveaux partenariats. Je pense que vous en faites partie également avec Unicancer et Gustave Roussy qui s'agrègent avec l'IFEN, qui est déjà notre logiciel de transmission de compte rendu. Donc on a déjà quand même des données qui sont très sécurisées, et lorsqu'on a fait le partenariat avec l'IFEN ou même avec ESME, nos DPO et nos directives RGPD étaient déjà très tendues là-dessus, mais finalement on s'aperçoit que c'est très sécurisé et on peut avoir des données de vie réelle, et comme quoi les patients des CH comme les patients des centres non CHU ne sont pas les mêmes que les cohortes CLCC. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on ait vraiment des données de vie réelle complètement globales, parce qu'autrement, on n'a pas les bons outils pour évaluer la prédiction thérapeutique, et je pense que c'est indispensable. Et c'est ce qui permet d'augmenter notre niveau d'expertise. Donc je suis assez d'accord, il ne faut pas du tout en avoir peur, mais ça va potentialiser notre intelligence. Merci beaucoup, c'était passionnant. J'avais une question. Concrètement, comment vous y êtes mis à l'IA? Vous avez une convention avec la fac Lyon 1, vous faites appel à des startups, vous avez des doctorants qui bossent avec vous. Vous, en tant que clinicien, en fait, vous aviez déjà un background Moi, j'ai fait de la bio-info, et effectivement, j'ai codé au départ sur R il y a une dizaine d'années. Et la réponse, je travaille avec les trois. C'est-à-dire qu'on a une équipe dédiée sur le NLP en interne, qui est une équipe de recherche. On bosse avec des sociétés privées. On a bossé avec Aokin, qui est une licorne française, qui est valorisée aujourd'hui à plus d'1 milliard d'euros. On a contractualisé avec eux en juin 2016, ils étaient 7. Pour vous donner un petit peu l'idée, c'est qu'en moins de 8 ans... il doit être 350 ou 400 maintenant. Et puis, on bosse avec des académiques. Il y a un sujet qui est extrêmement important pour parler de la formation, c'est la formation à tout ça. Comment on va être formé. Il faut savoir que dans la formation initiale, c'est rentré au journal officiel, les sujets de santé numérique, alors pas que l'IA, mais également toute la télémédecine. Et il y a des questions de formation médicale continue. Comment demain, si vous êtes infirmière libérale, dans la chambre du patient à domicile, vous allez faire pour faire tourner un modèle d'IA, pour vous aider à prendre tel ou tel type de décision. Et il y a des écoles de santé numérique qui vont avoir... il y a eu l'appel à projet qui est sorti l'année dernière, on a eu les premiers résultats, donc on devrait avoir des résultats en fin d'année. Il y a des écoles de santé numérique dont l'objectif est de former les étudiants en médecine, mais également tous les professionnels de santé, pas que les médecins et les infirmiers, mais vraiment tous les professionnels de santé, à ces questions de la santé numérique. Ça va prendre un peu de temps. Merci pour cette très intéressante présentation. J'avais une remarque et une question. La première remarque, c'est le côté un peu distorsion cognitive qu'il y a à propos de l'IA, et vous en avez parlé. Pour l'exemple, on sait que par exemple en radiologie, il y a des éléments performants, vous l'avez bien évoqué, mais pour l'exemple, il a été montré que l'IA était plus performante pour appliquer des lois qu'un juge. Et la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on accepterait d'être jugé par une machine? Et je pense que si on transfère ça sur le sujet médical, on se rend compte qu'on n'a pas du tout la même vision avec l'IA. Et on accepte complètement que notre scanner soit jugé par la machine et donne une vérité. Et pour autant, ça nous choque moralement qu'on le fasse pour exactement le même sujet, c'est-à-dire pour l'application d'une loi ou pour juger une personne. Donc je pense que ça génère des réflexions sur ce sujet. La question que j'aimerais poser, c'est l'IA est un outil statistique, vous l'avez bien dit. C'est un outil performant, très performant, plus que ce qu'on arrive à faire, nous, intellectuellement. Mais c'est un outil qui se fonde sur des données connues. Ce qui veut dire qu'une IA qui est entraînée sur des données à un temps T, en particulier de données médicales, il va falloir la réalimenter en permanence sur les nouvelles données qui apparaissent soit par la connaissance qui évolue, soit même par l'écologie, en particulier l'écologie tumorale. On sait que les tumeurs d'aujourd'hui ne sont pas obligatoirement les mêmes que celles d'hier et ne seront pas les mêmes que celles de demain. Et donc ça veut dire qu'il y a un gros investissement de rééducation permanente de l'IA
Et j'aimerais savoir un peu quelles sont les perspectives qui sont envisagées dans ce cadre-là. C'est-à-dire que construire un modèle d'IA et l'appliquer en permanence parce que voilà, il est diffusé, est-ce que ça ne va pas le rendre à un moment obsolète ou est-ce qu'il ne faudra pas le réadapter? Très, très, très bonne remarque. Alors, le commentaire sur la décision uniquement par le modèle d'IA, aujourd'hui, d'un point de vue légal, le médecin est responsable de sa prescription. Si demain vous utilisez un modèle d'IA, ça ne peut pas être que l'IA seul, c'est-à-dire que vous avez décidé que c'était comme ça. Et l'exemple que vous prenez est entièrement juste. Aujourd'hui, moi j'ai souvent des radiologues qui me disent la patiente elle progresse, mais parce qu'elle a moins de symptômes, parce que des choses s'améliorent biologiquement, je lui dis bon, on va continuer le traitement et puis on attendra dans 3 mois. Donc ça, cette relation humaine, on n'a pas parlé, mais moi j'ai plein de questions à vous poser là-dessus, parce que je n'ai pas les réponses, mais je pense que l'IA doit rapprocher la relation humaine, professionnelle de santé, patient. À mon avis, c'est comme ça que je l'imagine. Alors c'est peut-être un monde de bisounours, hein, mais j'aimerais que ça aille là-dessus. Et le deuxième point, c'est une vraie question que je me pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple, on a une solution d'analyse textuelle qui fait les comptes rendus ANAPAT, qui structure tous les biomarqueurs dans la cancérologie dans mon établissement. Et aujourd'hui, on a créé informatiquement une base de suppositions où je demande une validation du médecin référent pour l'intégrer directement dans le dossier du patient. Parce que c'est quelque chose qui va ensuite rester en dur. C'est-à-dire qu'on va prendre des décisions là-dessus. J'ai des résultats à 96% qui sont quand même très très bons. Mais j'ai, moi, besoin, en octobre 2024, de dire je veux une validation humaine pour entrer là-dedans. Et donc, c'est toute la question de j'entraîne le modèle. C'est-à-dire que quand je continue à faire ça, ça veut dire que j'ai le bouton vert, le modèle a raison, j'ai le bouton rouge, le modèle a tort, et ça entraîne continuellement le modèle. La problématique que j'ai, c'est l'être humain. C'est que moi, j'ai des collègues dans mon établissement qui me disent non, mais attends, s'il était juste à 96%, je ne vais pas m'emmerder à regarder, à vérifier dans le dossier à chaque fois que j'ai appuyé dans le vert. Et là, vous prenez le risque de la dérive du modèle, parce que le modèle, en fait, il s'entraîne à chaque fois. Donc si à chaque fois, tous les 4 ou 5%, il se trompe et vous dites qu'il a bon, vous restez de le dériver. Donc il y aura des problématiques de contrôle à temps X de ces résultats. Mais il y a des choses, vous voyez, c'est un peu la chair de poule. Des fois, il y a des choses qui peuvent me faire un peu peur. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut t'applaudir à nouveau.